de temps en temps, je reçois des commentaires qui me disent c'était facile d'investir il y a 10 ans, il y a 15 ans, aujourd'hui tout est cher, ce n'est plus possible d'investir. Alors effectivement, si on regarde les marchés financiers, si on regarde les placements immobiliers, on se rend compte que ces classes d'actifs ont fortement progressé sur les 10 dernières années. Pour autant, si on se place il y a 20 ans, il y a 30 ans, on a eu des périodes où il y avait des fortes hausses également, et ce n'est pas pour ça qu'il n'y avait pas d'opportunité. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ces commentaires-là, je les entendais déjà il y a 2 ou 3 ans, pourtant depuis 2 ou 3 ans, les marchés financiers n'ont pas cessé de monter. Donc des opportunités, c'est pas parce que les marchés sont hauts qu'il n'y en a pas. Je pense que le plus important, ça va être surtout de définir vos objectifs et de construire votre allocation d'actifs en fonction de cet objectif. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où on va présenter les différentes classes d'actifs et voir comment, dans le contexte actuel, il est possible d'investir et d'aller chercher du rendement. La première chose qu'on peut se poser, c'est avez-vous déjà pensé à votre retraite? Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe de la retraite par répartition, qui est le principe de la retraite en France, c'est-à-dire que les cotisants, donc ceux qui travaillent aujourd'hui, vont cotiser pour les personnes qui sont en retraite actuellement. C'est-à-dire que leurs cotisations vont servir à payer les retraités. Le problème, c'est que il y a de plus en plus de retraités pour de moins en moins de cotisants. Donc, qu'est-ce que fait l'État pour pallier à ce problème? C'est qu'il va augmenter les cotisations des personnes qui sont actuellement en activité. Il va augmenter les durées de cotisation, parce qu'on voit tout le temps le débat à la télé du départ, de l'âge de départ à la retraite. Et enfin, il va baisser les retraites des personnes qui sont en retraite actuellement. Donc si vous êtes actuellement en activité, que vous avez 30 ans aujourd'hui, voici une estimation de votre revenu au moment de votre retraite. Alors, selon les sites, vous pourrez trouver des chiffres différents, mais ça donne quand même la tendance. Donc plus vous allez avoir des revenus importants, plus votre retraite va être faible par rapport à votre niveau d'activité aujourd'hui. Donc c'est pourquoi il va falloir préparer cette retraite et investir pour toucher des compléments de revenus au moment de votre départ en retraite. Je vous ai mis une petite citation d'une phrase que l'on prête à Albert Einstein. Donc la force la plus puissante dans l'univers est celle de l'intérêt composé. Voici un petit peu une représentation de cette phrase. Donc si vous prenez l'hypothèse où vous investissez 100 € par mois pendant une certaine durée, donc on a plusieurs durées, 1 an, 5 ans, jusqu'à 40 ans, et puis on a différents taux de placement, 2% jusqu'à 30%. Donc si on se place sur la ligne à 2% sur 10 ans, on se rend compte que vous aurez un capital de 13 272 €. Maintenant, si vous faites la même chose, mais en investissant à 8%, vous avez un capital de 18 296 €. Donc on s'aperçoit bien que les intérêts, ça va être très important dans le résultat de votre placement. Placé à 0,5% comme il l'est aujourd'hui, ça ne sert à rien à part avoir des liquidités en cas de besoin, mais ça ne sert à rien pour vous créer un complément de retraite, surtout qu'avec l'inflation, votre patrimoine va diminuer. Donc l'objectif quand vous allez investir, c'est vraiment de chercher des solutions qui, sur le long terme, vont pouvoir vous apporter des intérêts importants. Donc ce qu'on se rend compte, par exemple sur 40 ans, si on reprend l'hypothèse à 2%, vous avez 73 000 € au bout de 40 ans. Si vous placez à 8%, vous avez 349 000 €. Donc on a plus de 4 fois le résultat, plus de 4 fois à 8% que l'investissement à 2%, et surtout on a beaucoup plus d'intérêt que de capital. Donc on se rend compte que c'est très très important d'aller chercher au maximum les intérêts, quitte à prendre un peu de ce qu'on appelle du risque. Je préfère parler de volatilité, quitte à accepter durant une certaine période une volatilité, pour au final avoir un capital beaucoup plus élevé. Donc comment générer de la richesse? Donc l'objectif ici, ça va être de vous créer votre patrimoine, développer votre patrimoine. Donc le principe de base pour s'enrichir, vous l'avez peut-être déjà rencontré si vous avez lu des livres sur les investissements. Donc on classe les biens en deux grandes catégories, les actifs
et les passifs. Donc un actif, c'est quelque chose qui va générer de la croissance ou des revenus. À l'inverse, un passif, c'est quelque chose qui génère des dépenses. Donc pour s'enrichir, ce qu'il faut faire, c'est donc investir dans des actifs. Qu'est-ce qu'un actif? Plus clairement, on va retrouver d'abord l'immobilier. L'immobilier, c'est un des actifs les plus connus. Donc quand vous investissez dans l'immobilier, vous générez à la fois de la croissance et des revenus, c'est-à-dire que vous allez pouvoir louer le bien immobilier, ça vous permet de toucher des revenus, et vous allez avoir de la croissance avec le prix de l'immobilier qui va s'apprécier dans le temps. Le second actif, c'est la bourse, les investissements financiers. Donc quand vous achetez une action, de la même façon, le prix de l'action peut augmenter et vous pouvez également toucher des revenus dus à cette action. Le troisième actif connu, donc ce sont les obligations. Donc une obligation, on verra peut-être un peu plus en détail après, mais c'est vous allez prêter votre argent à un État ou à une grande société. En contrepartie de ce prêt, on va vous rendre le capital au bout d'un certain temps, plus des intérêts. Et enfin, on a d'autres placements comme l'or, la défiscalisation, etc., qui peuvent rentrer dans les actifs. On verra un petit peu plus en détail après. Donc tout d'abord, je vous propose de voir l'immobilier, le fonctionnement de l'immobilier. Donc il y a plusieurs façons d'investir dans l'immobilier. La première façon, c'est la spéculation immobilière. Vous allez acheter un bien pour le revendre avec une plus-value. Donc l'objectif ici, c'est uniquement de dire j'achète un bien 100, dans X années, je vais le revendre avec une plus-value. Aujourd'hui, comme les marchés ont beaucoup monté, c'est pas forcément la chose la plus facile à faire. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, hein, c'est ce que font les marchands de biens tous les jours. Mais si vous commencez dans l'immobilier, c'est pas forcément la chose la plus facile. La deuxième solution, c'est un investissement locatif. Donc vous allez acheter un bien dans le but de toucher les loyers. Alors sur le long terme, vous allez également essayer d'avoir une appréciation de ce bien. Mais dans un premier temps, le but pour vous, ça va être de toucher les loyers. Donc c'est le cas qu'on rencontre le plus aujourd'hui, les investisseurs immobiliers. Toutes les formations que vous pouvez voir sur Internet, en général, parlent de l'investissement locatif. Alors l'immobilier, l'avantage de l'immobilier, c'est qu'on utilise l'argent des autres. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser l'argent des autres? Utiliser l'argent des autres, c'est utiliser le levier du crédit immobilier. Donc le banquier va vous prêter pour acheter le bien immobilier. Donc dans la meilleure hypothèse, c'est que vous allez sortir 0 € de votre poche pour acheter l'appartement. Le banquier vous prête la totalité. Et vous allez également utiliser l'argent du locataire avec le loyer qu'il va vous payer pour rembourser le crédit. Donc dans l'idéal, le loyer va rembourser 100% du crédit, et donc là, plus les impôts même. Et donc vous n'allez pas avoir besoin de sortir d'argent de votre poche. Donc là, vous utilisez à 100% l'argent des autres. Bon, maintenant, c'est pas toujours possible de faire ça, selon l'endroit où vous habitez, selon le bien que vous souhaitez acheter. Vous allez peut-être avoir des rendements qui ne vous permettront pas de faire ça. Ce n'est pas grave, ça vous permet quand même de vous enrichir en utilisant l'effet de levier du crédit et d'augmenter la rentabilité de votre bien par rapport à un investissement cash. Donc quand on investit dans l'immobilier, en général, on va calculer le rendement du bien immobilier. Donc le rendement, c'est le loyer annuel que vous allez percevoir, moins les charges du bien immobilier, divisé par le prix d'achat plus les frais d'achat. Donc les charges, ça se décompose. On a tout d'abord les frais de copropriété. Donc les frais de copropriété, c'est les frais que vous allez payer chaque année à la copropriété pour entretenir l'immeuble, pour le gardiennage, etc. Il faut prendre également dans les charges, c'est l'absence de locataire. C'est pas vraiment une charge, mais ça va vous faire baisser vos revenus. Si vous louez l'appartement 500 € par mois, mais qu'il y a 2 mois de vacances locatives, au final, vous le louez 5 000 € par an et pas 6 000. Donc c'est important dans vos simulations de prendre en compte l'absence de locataire. Ensuite, vous avez l'impôt sur les revenus fonciers. Donc quand vous allez louer l'appartement, vous allez devoir payer des impôts. Donc là, on est dans le cas du revenu foncier. Si vous faites du LMNP, vous aurez des impôts de type BIC. Mais dans tous les cas, vous allez certainement avoir des impôts. Donc c'est important dans vos simulations de prendre en compte ces impôts. Vous allez également avoir la taxe foncière et peut-être d'autres frais, donc il faudra ajouter. Ensuite, les frais d'achat, eux, c'est ce qui va venir augmenter le prix d'achat. Donc c'est important également de les prendre en compte. Donc il va y avoir les frais de notaire. Donc quand on achète un bien immobilier, on a des frais de notaire entre 5 et 10%.
Vous allez avoir les travaux. Si vous achetez un bien 100 000 euros, que vous devez faire 20 000 euros de travaux pour le remettre en état, pour qu'il soit plus attractif pour avoir des locataires, pour pouvoir mettre un loyer plus cher ou autre, voilà, c'est important de prendre en compte dans votre calcul de rendement ces travaux. Vous allez avoir les frais bancaires, les frais d'hypothèque et peut-être d'autres frais. Donc voilà, c'est important, que ce soit dans les charges ou dans les frais d'achat, de bien prendre en compte tous les frais que vous allez avoir pour pouvoir calculer un rendement précis. Parce que entre un rendement brut et un rendement net, on peut passer de 10 à 5%. Donc ce n'est plus du tout la même chose pour vous. Donc selon les sites, selon les endroits, on va vous dire il faut un rendement supérieur à 8%, supérieur à 10%. Donc ça va également être selon le type d'investissement que vous souhaitez faire. Si vous investissez dans l'immobilier en région parisienne, ou si vous investissez dans l'immobilier dans un petit village perdu au fin fond de la France, vous n'allez forcément pas chercher le même rendement, parce que le potentiel de plus-value à la revente, parce que la location sera plus compliquée à certains endroits, donc on ne va pas avoir les mêmes rendements. À Paris, si vous ne cherchez pas trop, vous allez avoir un rendement autour de 3%, et voilà, si vous cherchez des rendements intéressants, on peut trouver des biens jusque 4-5%, il y en a certains qui vont trouver un peu plus, mais vraiment Paris intramuros c'est plus compliqué. À vous de connaître le marché immobilier près de chez vous et d'aller chercher les meilleurs rendements possibles. Donc une autre façon d'investir dans l'immobilier, si vous n'avez jamais investi et que ça vous semble compliqué, parce que mine de rien, l'immobilier c'est quand même beaucoup de temps, la visite de biens, recherche de biens, trouver les locataires, même si vous passez par une agence, ben voilà, elle va vous contacter quand il y a un problème de chauffe-eau, quand il y a des travaux, etc. etc. Donc c'est de l'énergie, il y a des personnes qui ne souhaitent pas investir cette énergie-là. Donc aujourd'hui, il y a une solution pour investir dans l'immobilier sans avoir tous ces tracas, ce sont les SCPI. Donc les SCPI, c'est ce qu'on appelle les sociétés civiles de placement immobilier. Donc pour résumer, les SCPI, ça sert à investir dans l'immobilier et à générer des revenus, comme avec de l'immobilier classique. Mais la différence, c'est que vous ne possédez pas les parts d'une société. Vous ne possédez pas un bien immobilier en direct, mais vous possédez des parts d'une société qui, elle, détient les immeubles. Donc vous ne possédez pas physiquement un appartement ou une maison ou un bien immobilier, mais vous avez des parts dans une société qui, elle, va détenir plusieurs appartements, plusieurs immeubles, plusieurs locaux commerciaux. Ça va dépendre dans quel type de SCPI vous investissez. Donc en contrepartie de détenir ces parts, vous allez percevoir un loyer, ce qui va être un revenu foncier. De la même façon, quand vous avez un appartement, vous le louez. Là, avec les parts, la SCPI va acheter des immeubles et va vous verser un loyer, des locations. Donc on appelle les SCPI la pierre papier, parce que justement vous ne détenez pas en direct un bien immobilier, mais vous le détenez au travers de parts dans une société. Donc les avantages par rapport à l'immobilier physique, c'est que vous ne faites rien. Vous n'avez pas de locataire à gérer, vous n'avez pas d'état des lieux, vous n'avez pas d'agence à vous occuper, vous n'avez pas de travaux, vous n'avez vraiment rien à faire. Ça va même jusque la SCPI va vous envoyer votre déclaration d'impôt avec les montants que vous devez remplir dans les cases que vous devez mettre. Donc ça simplifie énormément les choses par rapport à vous faire votre comptabilité si vous gérez seul votre appartement. Et donc l'autre gros avantage des SCPI, c'est que c'est assez accessible à partir de quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Il y a des parts de SCPI qui valent quelques centaines d'euros, donc on a souvent un minimum à acheter. Mais à partir de 1000 ou 2000 euros, en général, on peut acheter des parts de SCPI. Quelles sont les caractéristiques d'une SCPI? Donc on a tout d'abord le prix de la part, ça va correspondre au prix d'achat du bien immobilier. Donc vous achetez un appartement, il vaut 100 000 euros. Là, la SCPI, elle a un patrimoine immobilier de 500 millions d'euros. On va diviser les 500 millions d'euros par un nombre de parts. Et donc vous allez acheter une part qui vaut par exemple 500 euros. Et donc vous toucherez des revenus, ce qui correspond au loyer, en fonction du nombre de parts que vous détenez. Donc il existe plusieurs types de SCPI.
on a tout d'abord la SCPI de capitalisation. Donc l'objectif, c'est que le prix de la part augmente. Et ensuite, on a la SCPI de rendement. Donc l'objectif, là, c'est d'avoir des revenus. Donc aujourd'hui, on entend surtout parler des SCPI de rendement. On a également des SCPI fiscales. On n'a pas abordé ici, mais aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup, c'est les SCPI de rendement. Vous investissez dans les locaux commerciaux, dans des immeubles de bureaux. Maintenant, il y a des CPI thématiques qui sont sur le domaine de la santé, des crèches ou des choses comme ça. Et donc, vous allez investir dans ce type de biens et toucher des revenus en conséquence. Donc, comment peut-on acheter des CPI? Eh ben, comme pour l'immobilier classique, on peut soit en acheter cash. Donc, si vous avez des liquidités, vous pouvez investir directement dans les CPI. Et vous pouvez également utiliser le levier du crédit immobilier. C'est-à-dire que vous allez emprunter une certaine somme d'argent et vous allez acheter par de SCPI. Et donc les loyers des SCPI vont vous permettre de rembourser votre crédit. En partie, parce qu'aujourd'hui, avec le crédit immobilier sur les SCPI, étant donné que les rendements des SCPI n'est pas très très élevé, on ne va pas être au 6, 7, 8% dont on parlait tout à l'heure. On est plutôt autour de 4% sur les SCPI de rendement. Donc vous allez devoir faire un effort d'épargne systématiquement chaque fin de mois. Donc ça, voilà, je vous encourage à faire des simulations quand vous investissez dans les SCPI pour savoir exactement quel sera votre effort d'épargne. Donc on a vu les différentes façons d'investir dans l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est pas la classe d'actifs forcément la plus simple parce que ça demande de la gestion, de la recherche, du temps. Donc si vous n'avez pas envie de consacrer ce temps-là, les SCPI, c'est une alternative. Il faut savoir que les SCPI, comme on l'a vu, ça ne va pas vous verser des rendements très très élevés, mais ça vous permet de faire un premier pas dans l'immobilier et de diversifier déjà votre patrimoine. La deuxième classe d'actifs la plus connue, c'est la bourse. Donc c'est investir dans des actions. Aujourd'hui, la bourse est certainement un des rendements c'est certainement un des placements qui offre les rendements les plus élevés. Donc, savez-vous quel est le rendement du CAC 40 ou le rendement du S&P 500 sur le long terme? Donc, le S&P 500, c'est l'indice des 500 plus grandes actions américaines, et le CAC 40, donc, c'est les 40 plus grandes actions françaises. Donc, sur le long terme, c'est des placements qui rapportent plus de 8% par an. Alors bien évidemment, vous allez me dire oui, c'est pas du garanti, il y a des périodes de baisse. C'est pour ça que j'ai bien précisé sur le long terme. Si on regarde la courbe du S&P 500 depuis le début des années 80, on voit bien qu'effectivement on a des fluctuations, mais la tendance sur le long terme est bien haussière, plutôt une forme exponentielle même. Et donc si on sait avoir un horizon d'investissement important, qu'on accepte les fluctuations, la bourse est quelque chose qui délivre un rendement exceptionnel. Maintenant, il faut savoir qu'il y a également des solutions pour permettre de réduire le risque de volatilité et les baisses de ces investissements en bourse. Donc on va voir comment faire. Donc la première solution, c'est d'investir déjà sur un panel d'actions, parce que si vous investissez sur une seule action, vous avez le risque que cette action elle fasse faillite. Si vous parlez de ceux qui ont investi sur Eurotunnel il y a quelques années, l'action est descendue. Il y a certainement beaucoup de personnes qui en ont racheté, l'action a continué de descendre, et au final, vous perdez pratiquement tout ce que vous avez mis. A l'inverse, si vous investissez sur un panel d'actions, si vous investissez sur 100 actions, 200 actions, les 200 actions, elles vont pas tout en même temps baisser et disparaître. Donc vous diminuez fortement le risque de voir de grosses baisses de votre patrimoine et une baisse totale quasiment nulle. Donc pour investir sur un panel d'actions, vous pouvez soit vous composer un portefeuille d'actions, soit investir au travers de ce qu'on appelle des OPCVM ou des fonds communs de placement. Donc c'est des gestionnaires qui vont sélectionner pour vous les actions et qui vont gérer votre portefeuille d'actions. Et puis il y a également les ETF. Donc les ETF, c'est plutôt pour investir sur des indices. Donc vous souhaitez investir sur le S&P 500 qu'on a vu juste avant, vous allez sélectionner
un ETF qui investit sur les 500 actions du S&P 500. Donc l'avantage des ETF, c'est qu'il y a moindre frais, mais il n'y a pas de gestion active, donc le but, ça va être de répliquer la performance du marché. Ensuite, vous pouvez également, pour réduire les risques, faire ce qu'on appelle des investissements programmés. C'est-à-dire que si vous avez un capital à investir, au lieu de l'investir en une seule fois, vous allez investir progressivement, tous les mois, une certaine somme d'argent. Donc l'investissement programmé, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un moyen pour vous d'investir dans des actions, de profiter de la performance des marchés financiers sur le long terme, tout en réduisant la volatilité et le risque sur votre portefeuille. Donc si on illustre ça par le graphe qui est présenté, si aujourd'hui je vous dis vous devez investir autant dans une des actions, si vous savez le futur, forcément vous allez choisir l'action A en vous disant si j'investis à 10 aujourd'hui, dans 10 ans j'aurai 20, donc j'ai multiplié mon capital par 2. Maintenant, si vous n'avez pas de boule de cristal, que vous êtes incapable de dire dans quelle action va monter et quelle action va descendre ou quelle action va rester stable, c'est beaucoup plus difficile. L'avantage de l'investissement programmé, c'est que si vous investissez dans la mauvaise action, dans une action qui baisse, quand l'action va baisser, vous allez racheter systématiquement avec un prix d'achat plus bas. Et donc quand l'action va remonter, votre coût moyen d'achat sera plus faible. Donc dès qu'elle va remonter, vous allez pouvoir avoir de la plus-value. Donc ça s'illustre sur le graphique suivant. Maintenant, donc le premier graphique, c'est le capital que vous allez percevoir à la fin de l'investissement. Donc on se rend bien compte que sur la courbe bleue, comme l'action elle monte tout le temps, votre capital il augmente sans arrêt. Par contre sur la courbe verte et orange, on se souvient qu'au début l'action elle baissait un petit peu. Donc là, votre capital, comme vous rachetez à chaque fois l'action moins chère, donc votre capital il baisse, mais vous n'êtes pas, votre capital il augmente comme vous réinvestissez dans les actions. Mais si on regarde sur le graphique du dessous, on voit que vous êtes quand même en perte pendant une certaine période. Par contre, dès qu'au sixième temps, les actions vont se mettre à remonter, on se rend compte que votre capital, il va remonter progressivement et vous allez très rapidement repasser en plus-value, ici, et ensuite ici, alors que si vous aviez investi en une seule fois, votre capital, il serait resté en moins-value. On se rend compte qu'à la fin, sur les deux actions, le capital, il est proche de zéro. Alors que là, vous êtes rapidement en plus-value, et vous allez même, dans le cas de l'action verte, avoir une plus-value qui est supérieure à l'action bleue. Donc on se rend compte que l'important quand on investit de façon régulière, de façon programmée, qu'il y ait des fluctuations dans le marché, c'est pas forcément un mal. Au contraire, vous allez pouvoir acheter des actions moins chères et au final, vous allez profiter de plus de performance quand l'action va remonter. Ce qui est important surtout, c'est de sélectionner des actions qui un jour vont remonter. Parce que si on a une action qui sans cesse descend, à l'inverse de l'action bleue qui sans cesse descend, votre capital, tous les mois, il va diminuer. Donc c'est pour ça que quand on investit en bourse d'une façon générale, comme on l'a vu, l'idée c'est pas de choisir une seule action, c'est soit d'avoir un portefeuille bien diversifié et de racheter chaque mois plusieurs parts de différentes actions, soit d'investir dans un fonds commun de placement ou dans un ETF, où là vous allez directement avoir une cinquantaine ou une centaine d'actions, et ça va vous permettre de lisser la performance. Donc même si vous commencez à investir au plus mauvais moment, c'est-à-dire juste avant que les marchés financiers baissent, on se rend compte qu'une fois qu'ils ont passé leur point le plus bas, dès qu'ils vont remonter, vous allez tout de suite récupérer de la plus-value. Donc c'est vraiment une méthode d'investissement qui permet d'être rassuré quand vous allez mettre en place vos placements. On a toujours peur d'investir au mauvais moment. Si vous commencez à investir en une seule fois et que les marchés 2 mois après se cassent la figure, vous allez souvent avoir tendance à retirer votre argent en disant j'ai fait une erreur, etc. Là, l'idée, c'est de dire on ne se pose pas de questions, vous mettez une somme régulière. Je ne sais pas si vous avez 10 000 euros à investir en bourse, vous pouvez dire je répartis ces 10 000 euros sur 2 ans. Vous allez mettre 500 euros par mois. Donc si les marchés baissent, vous allez racheter sans cesse plus cher. Et en général, les baisses de marché, ça dure moins de 2 ans. Donc j'insiste vraiment, si vous commencez à investir, c'est certainement une des meilleures façons d'investir.
vous choisissez soit un fonds de commun de placement dans les actions internationales, soit le plus simple, un ETF international, un ETF monde, et vous mettez en place, alors que ce soit sur un PEA ou sur l'assurance vie, on verra plus loin, des versements programmés en investissant chaque mois sans vous poser de questions sur ce type de fonds. Alors maintenant, on va voir, on a vu les marchés financiers, les actions. La troisième classe d'actifs après l'immobilier et les actions, c'est les obligations. Donc qu'est-ce que c'est qu'une obligation? Donc comment fonctionnent les obligations? Donc en fait, quand vous achetez une obligation, vous prêtez de l'argent à une entreprise ou un État et vous allez toucher des intérêts en échange de ce prêt. Donc c'est exactement comme la banque va vous prêter de l'argent pour acheter un bien immobilier et vous allez la rembourser avec des intérêts. Et bien, quand vous achetez une obligation, vous prêtez de l'argent à une entreprise et cette entreprise, elle va vous rendre le capital plus des intérêts. Donc les caractéristiques d'une obligation, tout d'abord c'est la durée, comme pour un crédit immobilier, vous empruntez sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le risque, donc si vous prêtez à une grande société comme Apple, Coca-Cola, ou voilà, des sociétés qui ont des très bons résultats, ou si vous prêtez à une société qui est au bord de la faillite, le risque c'est pas le même. De la même façon, pour continuer la comparaison avec le crédit immobilier, si vous empruntez à hauteur de 33%, que vous avez des revenus assez faibles, la banque ne va pas vous prêter au même taux parce qu'elle va considérer qu'il y a plus de risques que quelqu'un qui va gagner 10 000 euros et qui va emprunter à hauteur de 10% de ses revenus. Donc vous allez évaluer le risque et en fonction de ça, le rendement de l'obligation va être plus ou moins élevé. Et donc la caractéristique qui découle des deux premières, c'est le taux d'intérêt qui va être distribué par l'obligation. Donc le plus simple pour investir dans les obligations, vous avez des fonds communs de placement comme on a vu tout à l'heure pour les actions, vous avez des ETF et vous avez aujourd'hui en France, on a la particularité d'avoir le fonds en euros dans l'assurance vie. Quand vous souscrivez une assurance vie, vous avez la partie unité de compte où le capital n'est pas garanti et la partie capital garanti qui est le fonds en euros. Et il faut savoir que les fonds en euros des assurances vie, à quelques exceptions près, sont investis dans des obligations plutôt prudentes, comme l'assureur vous garantit votre capital, donc c'est essentiellement des obligations d'État, mais donc il faut savoir que c'est des obligations. Donc l'avantage en investissant dans le fonds en euros, c'est que vous investissez dans les obligations, mais avec la garantie en capital de la part de votre assurance. Donc ensuite, les autres classes d'actifs, les autres plans qui existent, on va retrouver une classe d'actifs qui est, selon les cas, considérée comme une classe d'actifs ou non, c'est l'or. L'or, il faut plus voir ça comme une protection que vraiment comme un investissement. Si on regarde sur des périodes très longues, l'or, c'est pas forcément quelque chose qui rapporte. Par contre, c'est quelque chose qui va vous protéger en partie de l'inflation et qui va protéger votre portefeuille, car en général, en cas de baisse des marchés financiers, l'or est là pour compenser cette baisse. Soit l'or va rester stable, soit l'or va monter. Ça va vous permettre d'avoir un portefeuille qui va mieux se comporter dans les périodes de crise. C'est pour ça que, bon, rentrer dans le détail, l'or est-il un actif? Il y a des gens qui le considèrent comme un actif. Pas forcément, parce que l'or en lui-même ne rapporte rien. Quand vous investissez dans une action, vous touchez des revenus, le prix de l'action augmente, parce que la société se développe. L'or, vous achetez un lingot d'or, vous le placez, vous revenez dans 100 ans, ça reste un lingot d'or. Il n'a rien rapporté, il n'a rien créé. Donc c'est plutôt considéré comme une valeur refuge en cas de crise, c'est considéré comme de la diversification pour protéger votre portefeuille. Donc si vous ne voulez pas mettre tous vos œufs dans le même panier, vous pouvez mettre de l'or, ça va permettre d'avoir une performance plus stable de votre portefeuille. Maintenant, en termes de performance pure, c'est pas ce qui va rapporter le plus, et si vous êtes prêt à accepter les fluctuations des marchés financiers par exemple, il vaut mieux s'orienter vers d'autres classes d'actifs qui sur le long terme auront de meilleures performances. Alors juste en deux mots, comment investir dans l'or? Donc soit vous pouvez acheter des pièces d'or, des Napoléons, des choses comme ça. Donc ça c'est détenir de l'or physique, après il va falloir le stocker. Donc si vous en avez beaucoup, ça peut poser des
problèmes de stockage, il faut avoir des coffres, des coffres à la banque ou des moyens de le stocker de façon sécuritaire, un coffre chez vous. Du coup, le coût de stockage n'est pas négligeable, ça a quand même un coût. Et la deuxième façon, donc, c'est d'investir dans des ETF, donc des ETF qui vont acheter de l'or pour vous, sachant qu'il y a des ETF à réplication physique et des ETF synthétiques. Donc les ETF synthétiques, ils ne vont pas vraiment acheter de l'or, ils vont suivre le cours de l'or, mais ils ne vont pas l'acheter. Donc sans rentrer dans le débat, quand vous détenez ce type d'ETF, vous avez un risque supplémentaire par rapport à l'or, c'est le risque de l'ETF. Donc, d'une façon générale, il est plutôt conseillé de détenir l'or de façon physique, même si ça entraîne des problèmes où le ranger, comment le stocker, ça a un coût, il ne faut pas se le faire voler. Donc les autres investissements qu'on peut rencontrer, donc c'est tout d'abord les produits défiscalisants type FCPI, FIP, loi Pinel dans l'immobilier, la loi Girardin dans les pays outre-mer. Donc attention aux investissements défiscalisants. Malheureusement, ils sont souvent commercialisés par des personnes qui vont regarder uniquement leur profit avant votre intérêt. Donc la plupart du temps, le gain que vous effectuez en impôt n'est pas justifié par rapport au risque que vous prenez. Donc vraiment attention, je conseille ces produits uniquement pour des gens qui s'y connaissent et qui savent vraiment ce qu'il faut, mais ce qu'ils font, mais ne pas commencer par ces choses-là. Même en achetant un appartement, moi je conseille toujours d'investir d'abord dans l'ancien, de faire ses marques, et ensuite si vous souhaitez acheter un Pinel, faites bien vos calculs, mais en général les rendements même après défiscalisation sont plus faibles que d'investir dans un bien immobilier ancien. Ensuite, on va trouver des produits de diversification, donc vous pouvez investir dans l'art, dans le cinéma, donc ça des fois c'est de la défiscalisation également, dans du vin, dans des groupements fonciers viticoles, donc vous achetez des parts d'exploitation viticole. Voilà, il y a tout un tas de types d'investissements. Je mets ça en produit de diversification, c'est également un produit plutôt de personnes, si vous achetez du vin, si vous êtes passionné de vin, voilà, vous vous faites plaisir, c'est à la fois un plaisir, à la fois un petit investissement, mais c'est pas du tout une source principale d'investissement, à moins d'en faire son métier. Sinon, choisissez ça plutôt pour vous faire plaisir, et puis dans le cas où ça rapporte, tant mieux, dans le cas où ça rapporte pas, vous aurez 2-3 bonnes bouteilles de vin dans votre cave. Attention également sur ces produits-là aux arnaques. Je sais qu'il y a des sites notamment qui vendent du vin où des gens en ont acheté et puis quand ils ont voulu se faire livrer, ils n'ont jamais été livrés. Voilà, il y a plusieurs soucis qui peuvent se présenter, donc faites bien attention par quel intermédiaire vous achetez. Et puis enfin, c'est les liquidités. Donc tenir des liquidités, c'est important. Vous pouvez avoir besoin de liquidités parce que vous avez un problème dans la vie, ou vous pouvez en avoir besoin parce qu'il y a une opportunité d'investissement qui se présente. Donc dans un portefeuille, ça peut être intéressant de détenir un peu de liquidité. Maintenant, il ne faut pas non plus en avoir trop, parce que aujourd'hui, les livrets, ça rapporte 0,5%. Une fois que vos livrets sont pleins, ça rapporte 0%, et quand on regarde après inflation, on est à un rendement négatif. Donc il faut savoir choisir le montant de liquidité que vous avez besoin et ne pas en mettre plus. Donc maintenant, on va avoir une partie super importante, comment se créer un portefeuille homogène, un portefeuille équilibré qui va vous permettre justement, ce qu'on a dit au début, si les marchés sont hauts, si l'immobilier est haut, comment investir, ce n'est plus le moment d'investir. Mais justement, la solution, c'est de bien diversifier son portefeuille, de créer un portefeuille qui répond à la fois à vos objectifs et à la fois au marché, pour, peu importe ce qui se passe, pouvoir profiter de la performance des différentes classes d'actifs sur le moyen long terme.
Donc, qu'est-ce que c'est qu'un portefeuille homogène? C'est un portefeuille qui va vous apporter d'une part de la sécurité, c'est-à-dire si vous mettez tout votre argent sur une seule action, vous n'allez pas avoir de sécurité. Le fait de diversifier, d'avoir un portefeuille homogène, vous allez avoir un maximum de sécurité. C'est-à-dire que quand une classe d'actifs va baisser, une autre va compenser. Et donc vous allez avoir un portefeuille qui se comporte bien dans toutes les situations. C'est donc la stabilité et puis la simplicité. Donc c'est important, c'est d'avoir un portefeuille avec des classes d'actifs que vous comprenez, que vous savez gérer et que vous pouvez modifier rapidement et qui répondent à vos objectifs. Donc pour réaliser un portefeuille homogène, l'important c'est de bien diversifier. Donc c'est d'investir dans plusieurs classes d'actifs. On a vu les principales classes d'actifs. Donc c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si vous mettez tous vos œufs sur la bourse, si les marchés financiers baissent de 50%, vous allez voir votre portefeuille baisser de 50%. Le risque à ce moment-là, c'est que vous preniez peur et que vous sortiez la totalité de ce que vous avez investi. Donc l'avantage, si vous avez investi une partie sur la bourse, une partie sur les obligations, une partie en immobilier, une partie en liquidité, s'il y a une des classes d'actifs qui baisse, vous allez pouvoir équilibrer votre portefeuille pour justement réinvestir dessus et aller profiter de la plus-value. Donc j'ai illustré ça un petit peu par un graphique. Donc admettons que vous investissiez dans une classe d'actifs, donc on va dire cette classe d'actifs là par exemple c'est les actions. Vous investissez dans les actions, on se rend compte que on a des périodes de hausse et des périodes de baisse. Sur le long terme, la tendance elle est bien haussière, mais selon le moment où vous investissez, vous allez avoir des périodes où votre capital il va monter, il va baisser. Et donc on a des écarts, des max drawdown qui peuvent être importants, des baisses maximum qui peuvent être importantes par rapport à votre portefeuille. Maintenant, admettons que c'est sur des actions, mais également sur des obligations par exemple. Donc en même temps, vous allez investir une partie de votre portefeuille sur des actions, une partie sur des obligations. Donc on se rend compte que vous allez avoir des fluctuations sur les actions, des fluctuations différentes sur les obligations, et que ces variations, elles ne sont pas en phase. Vous voyez que quand les obligations montent, les actions par exemple baissent, il y a des moments où les deux vont monter, vous allez avoir des déphasages. Ensuite, admettons ici sur une troisième classe d'actifs, par exemple l'immobilier, de la même façon, vous allez avoir des périodes de hausse, des périodes de baisse, et qui vont être déphasées, encore une fois, entre les actions, les obligations et l'immobilier. Donc si on fait la moyenne, si vous investissez un petit peu sur chaque classe d'actifs, on fait la moyenne de ces trois courbes, on va retrouver la courbe noire. La courbe noire, on voit bien que la tendance, c'est la même que l'immobilier, c'est la même que les actions, c'est la même que les obligations. Sur le long terme, ça monte. Par contre, si on regarde sur des périodes plus courtes, on se rend compte que les fluctuations entre le plus haut et le plus bas sont beaucoup, beaucoup plus faibles. Si on compare la courbe verte ici entre les plus hauts et les plus bas et la courbe noire ici entre les plus hauts et les plus bas, on se rend bien compte qu'on divise par 2 ou par 3 la volatilité. Donc l'intérêt de diversifier, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est vraiment ça, c'est de dire quand il y a une classe d'actifs qui va monter, par exemple les actions, il y a peut-être une autre classe d'actifs qui va baisser ou qui va rester stable, donc l'immobilier ou les obligations, mais au final, en moyenne sur l'année, votre portefeuille il va progresser. L'année d'après, ça va peut-être être l'immobilier qui va monter, les actions qui vont baisser un peu, les obligations qui vont monter, et votre portefeuille il va encore progresser. Donc il y a des années où votre portefeuille il va baisser un petit peu, mais les fluctuations seront beaucoup, beaucoup plus faibles. Donc vous, ça vous permet déjà de mieux résister. Déjà psychologiquement, vous ne verrez pas la totalité de votre patrimoine baisser de 50%, comme ça pourrait être le cas si vous investissez en bourse. Et puis ça va vous permettre de rééquilibrer. Chaque année, en général, les classes d'actifs qui ont bien performé, au bout d'un moment, c'est celles qui vont moins performer et inversement. Donc si vous êtes là sur la courbe verte, vous pouvez sortir une petite partie pour remettre votre portefeuille comme au début de l'année, pour avoir quelque chose de plus équilibré. Et donc de réinvestir, par exemple, si les actions ont baissé, de réinvestir sur les actions pour profiter de la hausse qui viendra par la suite.
on a vu les investissements programmés, là on voit la diversification. C'est vraiment pour moi les deux points essentiels qui vont vous permettre de vous construire un portefeuille performant sur le long terme, sans vous poser de questions, sans essayer d'anticiper les marchés, parce qu'aujourd'hui, personne ne sait dire si les marchés vont monter, vont baisser. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est début 2022, les marchés sont au plus haut. Pourtant, ça fait plusieurs années que j'entends tous les experts, tout le monde dire que les marchés sont très hauts, que la hausse, elle va se tasser, et puis la hausse continue d'accélérer. Donc, on ne peut pas prédire. Moi, je connais personne qui puisse prédire comment vont se comporter les marchés. Par contre, ce qu'on sait, c'est que sur le long terme, les marchés financiers montent, l'immobilier monte, les différentes classes d'actifs montent, et en ayant un portefeuille diversifié, vous allez pouvoir répartir au mieux vos classes d'actifs et avoir un portefeuille qui va monter de façon la plus régulière possible et vous protéger au maximum contre les risques de baisse d'une ou de plusieurs classes d'actifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'économie, il y a plusieurs cycles. Il y a l'expansion, la crise, la dépression, la récession. Et donc d'investir en diversifiant son portefeuille, ça va vous permettre de répondre à chaque cycle, à chaque moment. À chaque cycle, il y a un investissement qui correspond mieux que les autres. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais exactement dans quel cycle on est, donc on ne peut pas sélectionner à l'avance le meilleur investissement. Ça viendrait à anticiper les marchés, et ce qu'on a vu que personne n'arrive à faire. Par contre, en diversifiant, vous avez une classe d'actifs qui va vous protéger pour chaque cycle. C'est un peu, pour comparer, c'est comme votre maison. Votre maison, elle vous protège l'été, vous allez fermer les volets, vous mettre dans le noir pour vous protéger de la chaleur. L'hiver, votre maison, elle vous protège du froid, c'est pareil, vous fermez les fenêtres, vous allez isoler pour vous protéger du froid. Elle vous protège également de la pluie. Quand il pleut, c'est une autre période. Avec votre toit, vous êtes protégé, vous n'êtes pas mouillé. Elle vous protège de la neige, elle vous protège du vent. Voilà, il y a plusieurs saisons et votre maison, elle est conçue pour vous protéger en fonction de chaque saison. Là, de la même façon, vous allez construire votre portefeuille pour vous protéger de chaque saison économique. Donc on peut passer d'une saison à l'autre rapidement pour diverses raisons, et ça vous ne pouvez pas le suivre et l'anticiper. Donc l'important c'est de se construire une maison solide qui vous protège à toutes les périodes de l'année, mais de la même façon vous allez construire un portefeuille solide qui va vous protéger quel que soit le cycle économique actuel. Donc ça c'est vraiment le cœur de vos investissements. C'est de vous construire un portefeuille diversifié qui va avoir de la performance sur le long terme et vous protéger au maximum en fonction de ce qui se passe dans l'économie, dans le monde. J'insiste bien là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et si vous devez concentrer du temps et de l'énergie sur la construction de votre portefeuille, c'est vraiment là-dessus. C'est pas à choisir une action ou un produit en particulier, c'est vraiment vous construire un portefeuille diversifié. Donc on va voir un petit peu après comment mettre ça en place le plus rapidement possible et le plus simplement possible. Mais voilà, c'est en général des choses qui sont oubliées. Les gens ils vont acheter des actions parce que c'est la mode d'acheter des actions, mais sans réfléchir d'un point de vue global de leur portefeuille. Et pour moi, c'est vraiment le cœur du problème quand on veut investir. Donc maintenant qu'on a vu les différentes classes d'actifs, comment se construire un portefeuille qui répond justement aux 4 saisons de l'économie, on va voir quels sont les différents produits pour investir et placer son argent pour répondre à ce type de portefeuille. Donc pour l'immobilier, on a plusieurs façons d'investir dans l'immobilier. On a l'investissement, donc, comme on a vu, en direct, donc vous achetez un bien immobilier. Donc l'avantage de ça, c'est que vous pouvez gérer vous-même votre bien immobilier, vous allez pouvoir chercher une bonne affaire, vous allez pouvoir donner de la plus-value à votre bien en le meublant bien, en faisant des travaux, et donc vous allez pouvoir sortir un rendement qui est important.
Vous allez également pouvoir utiliser l'argent des autres en empruntant et en utilisant l'argent de votre locataire pour rembourser le crédit. Donc ça, c'est le plus. L'inconvénient, c'est que ça vous prend du temps, c'est de l'énergie et il faut avoir quelques connaissances. Alors les connaissances, ça s'acquiert sur le terrain. Il y a énormément de vidéos sur Internet où vous pouvez déjà apprendre les bases. Et puis le mieux, c'est d'aller visiter des biens, de rencontrer des agents immobiliers, discuter avec des notaires, avec des investisseurs. Vous connaissez certainement des investisseurs autour de vous. Et puis de vous lancer, de faire le premier pas. Par contre, ça ne correspond pas à tout le monde. Vous n'avez peut-être pas le temps, l'énergie pour faire ça. Donc il y a d'autres solutions, ce qu'on va voir juste en dessous. Un inconvénient quand même de l'investissement en direct, c'est que en général, quand vous achetez un appartement, même si vous êtes dans une région où ça ne coûte pas très très cher, ça commence en général à partir de 50 ou 100 000 euros. Et il faut savoir que ça va représenter forcément, si vous commencez dans l'investissement, ça risque de représenter un pourcentage important de votre patrimoine. Donc on a vu tout à l'heure que c'était important de diversifier. Donc là, ça vous fait mettre une grosse partie de vos œufs dans la même classe d'actifs. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais voilà, il faut bien prendre ça en compte. Il faut bien penser à les diversifier un petit peu sur les autres classes d'actifs si vous commencez par l'investissement immobilier en direct. Donc le deuxième point pour investir dans l'immobilier, donc là ce sont les SCPI comme on l'a vu tout à l'heure. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à chercher, à gérer, à vous occuper de tout comme dans l'immobilier en direct. Et le deuxième avantage, c'est que vous allez pouvoir en acheter là pour une somme beaucoup plus faible. Si vous avez 20 000 euros à investir, vous pouvez diversifier votre portefeuille et mettre 5 000 euros par exemple dans les SCPI et puis le reste sur d'autres placements afin de vous construire justement un portefeuille bien diversifié. Donc ça, c'est le gros avantage des SCPI. L'inconvénient, c'est que l'investissement programmé dans les SCPI est un peu plus compliqué, même s'il n'est pas impossible et qu'il y a quelques SCPI aujourd'hui qui le proposent directement. L'autre inconvénient, c'est la fiscalité. Quand vous investissez dans les SCPI, vous êtes soumis aux revenus fonciers, donc vous allez être imposé à votre tranche marginale d'imposition plus aux prélèvements sociaux. Donc si vous êtes dans une tranche à 30%, plus les prélèvements sociaux, ça va vous faire quasiment 50% d'impôt. Donc ça, c'est quelque chose à bien prendre en compte selon votre situation avant d'investir dans les SCPI. Et l'autre inconvénient des SCPI, c'est que le rendement aujourd'hui n'est pas exceptionnel. Donc ça vous permet d'accéder à l'immobilier, mais on est sur des rendements qui sont quand même assez faibles. Et puis le dernier point dont on n'a pas encore parlé, ce sont des foncières cotées. Donc les foncières cotées, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose de très comparable aux SCPI. La seule différence, c'est que les foncières cotées, elles vont être cotées en bourse. Donc c'est une société qui va acheter l'immobilier, qui va vous verser des revenus en fonction des biens immobiliers qu'elle a achetés, donc, et en fonction du nombre de parts que vous avez dans la société. Mais autant les SCPI, le prix de la part des SCPI est déterminé par le prix des biens immobiliers. Donc il y a un évaluateur qui va venir régulièrement évaluer les prix de l'immobilier de la SCPI. En fonction de ça, on fixe le prix de la part. Par contre, dans les foncières cotées, c'est une cotation comme une action. Enfin, c'est une action d'ailleurs. Donc vous pouvez avoir des fluctuations sur le prix beaucoup plus importantes que sur une SCPI. Alors, c'est bien et c'est pas bien, c'est-à-dire qu'en période de crise, investir dans des foncières cotées qui sont sous-cotées, ça peut être très intéressant parce que si vous regardez pendant la crise du coronavirus, les marchés financiers ont baissé, il y a des foncières cotées qui avaient fortement baissé, et il y en a, ce n'était pas spécialement justifié, depuis elles ont remonté et vous pouviez investir dans des foncières avec un rendement proche de 10%. Donc quand vous faites ça, vous investissez indirectement dans l'immobilier, mais avec des rendements beaucoup plus élevés que dans l'immobilier via les SCPI, ou même en direct, sauf si en direct vous arrivez vraiment à trouver des bonnes affaires. Donc voilà, les foncières cotées, c'est une façon de diversifier dans l'immobilier, mais il y a quand même une partie action, bourse, qui fait que vous avez une volatilité plus importante. Donc il y a des beaux opportunités, ça peut être une bonne manière d'investir, mais
c'est difficile de ranger cette classe d'actifs 100% dans l'immobilier, étant donné sa fluctuation liée au marché financier. Par contre, les foncières cotées, quand vous investissez dans des foncières cotées, vous ne pouvez pas utiliser l'effet de levier comme dans l'immobilier en direct ou dans les CPI. La banque ne va pas vous prêter pour acheter des foncières cotées, car elle considère que ce sont des actions comme des actions d'autres sociétés. Ce qu'il faut savoir également, c'est que quand vous investissez dans un ETF, selon l'ETF, vous allez retrouver des foncières cotées au sein de l'ETF. Donc ça va représenter une petite partie, mais vous aurez un petit peu d'immobilier au travers de l'ETF. Donc voilà pour l'immobilier, on a plusieurs solutions. À vous aujourd'hui de faire votre choix dans quel type d'actifs immobiliers vous souhaitez investir. Vous pouvez diversifier, prendre plusieurs. Voilà. Mais chaque type d'investissement immobilier va répondre à des besoins d'investisseurs différents. Ensuite, donc, on va voir l'assurance vie. Donc, qu'est-ce que c'est que l'assurance vie? À quoi ça peut vous servir pour réaliser vos investissements? Donc, l'assurance vie, déjà, on entend beaucoup de choses sur l'assurance vie. Il faut considérer l'assurance vie comme un placement comme un autre. Quand je dis un placement comme un autre, c'est un placement qui va être disponible. Vous pouvez investir dans l'assurance vie et retirer votre argent 2 semaines après. L'argent qui est placé sur votre assurance vie n'est pas bloqué 8 ans. On entend souvent cet abus de langage. Vous avez une fiscalité qui est avantageuse après 8 ans, mais vous pouvez très bien retirer votre argent dès la première année. Il n'y a pas du tout de blocage des fonds que vous avez investis dans l'assurance vie. Donc c'est un placement comme un autre, mais qui bénéficie d'avantages. Donc justement, quels sont les avantages de l'assurance vie? Donc on a tout d'abord la fiscalité. On vient de le voir, après 8 ans, on a une fiscalité qui est plus avantageuse. Et avant 8 ans, ce n'est pas une fiscalité qui est non plus désavantageuse. Vous pouvez retirer l'argent. On ne va pas rentrer dans le détail de la fiscalité là. On pourra faire une autre vidéo, mais même si vous placez de l'argent aujourd'hui que vous retirez dans 3 ans, ce n'est pas la catastrophe par rapport à un autre placement. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser l'assurance vie, même si vous pensez devoir retirer une partie des sommes avant les 8 ans. L'autre point de l'assurance vie, c'est la transmission. Donc, selon vos objectifs, vous pouvez souhaiter transmettre votre patrimoine à vos enfants ou à toute autre personne. L'assurance vie, ça va vous permettre de transmettre dans des conditions très avantageuses. Vous pouvez, aujourd'hui en France, vous avez le droit de donner à vos enfants 100 000 euros par enfant par parent. Ça tous les 15 ans. Avec l'assurance vie, ça va vous permettre de transmettre 152 500 euros en plus à chacun de vos enfants, mais également à d'autres personnes que vous souhaitez. Ça peut être vos petits-enfants, ça peut être vos neveux, vos nièces, ou n'importe quelle personne. Donc l'assurance vie, ça offre beaucoup d'avantages en termes de transmission. Si la transmission, c'est un sujet important pour vous, renseignez-vous là-dessus. C'est vraiment, on peut vraiment faire baisser les frais de succession de façon très importante en utilisant l'assurance vie. Et puis l'assurance vie, c'est également une souplesse de gestion. Pourquoi une souplesse de gestion? Parce que dans l'assurance vie, vous allez pouvoir faire à peu près tout ce que vous voulez. En fait, l'assurance vie, il faut voir ça comme une enveloppe fiscale. Donc, c'est une enveloppe fiscale dans laquelle vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Donc, on vient de voir les différentes classes d'actifs. Donc, dans votre assurance vie, vous allez faire un versement, par exemple, de 10 000 euros. Et puis, une fois que c'est dans l'assurance vie, vous allez pouvoir choisir sur quoi vous investissez. Donc, ça va pouvoir être sur les actions, ça va pouvoir être sur le fonds en euros, ça va pouvoir être sur de l'immobilier. Voilà, vous allez pouvoir choisir la classe d'actifs. Donc, avec une seule enveloppe fiscale, donc ça simplifie fortement les choses, vous allez pouvoir investir dans pratiquement toutes les classes d'actifs qui existent. Pour vous faire un petit schéma, pour reprendre le graphe avec les courbes tout à l'heure, vous allez pouvoir investir dans l'assurance vie tout d'abord dans le fonds en euros. Donc le fonds en euros, alors c'est pas une droite, mais disons qu'il n'y a jamais de baisse, parce que le fonds en euros, comme on l'a vu tout à l'heure, le capital est garanti. Donc quand vous investissez dans le fonds en euros, tous les ans votre capital va augmenter. Vous allez pouvoir investir dans des fonds qui investissent en actions. Donc
les fonds actions, voilà, sur le long terme, ça monte avec des fluctuations. Donc vous allez pouvoir répartir une partie de votre portefeuille dans des fonds actions ou dans des ETF, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on retrouve tout ça dans l'assurance vie. On a des assurances vie où on a plus de 500 fonds proposés. On va pouvoir retrouver des fonds obligataires qui ne sont pas du fonds en euros. Donc l'objectif, ça va être de faire un peu mieux que le fonds en euros, mais cette fois-ci avec un peu plus de volatilité. Comme le fonds en euros, on a le capital garanti, ben là, on n'a pas le capital garanti, on aura peut-être un peu de fluctuation, mais l'objectif, ça va être de faire mieux que le fonds en euros. On va également pouvoir retrouver des SCPI. Donc l'objectif, c'est pareil, ça va être d'avoir quelque chose qui fluctue à un rythme différent des actions, des obligations du fonds en euros. Donc on va pouvoir mettre de l'immobilier au travers de SCPI ou de foncières cotées ou d'OPCI. L'OPCI, c'est des fonds qui sont très proches des SCPI. Alors, donc on va pouvoir retrouver de l'immobilier. Donc l'avantage de l'assurance vie, c'est qu'avec un seul placement, vous allez pouvoir mettre des actions, de l'immobilier, des fonds en euros, des obligations. Donc vous pouvez directement, avec une seule assurance vie, vous créer un portefeuille diversifié comme on a vu avant, sans vous poser plus de questions. Vous ouvrez un contrat d'assurance vie en ligne ou ailleurs, et puis vous allez choisir 4-5 fonds différents qui vont vous permettre de créer votre portefeuille. Donc l'assurance vie, c'est certainement une des meilleures façons pour commencer à investir. Si vous êtes débutant, que vous n'avez jamais investi, ouvrez une assurance vie et puis commencez à mettre progressivement. On a vu tout à l'heure les versements réguliers. Vous pouvez mettre en place automatiquement des prélèvements sur votre compte à partir de, selon les assurances vie, 50 ou 100 euros par mois. Et puis vous allez investir, répartir ces 100 euros en mettant 20 euros sur les actions, 20 euros sur de l'immobilier, et puis 60 euros sur le fonds en euros par exemple. Donc à qui sert l'assurance vie ? Aujourd'hui, pour moi, l'assurance vie, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Que vous ayez des enfants en bas âge, vous pouvez commencer à leur créer un petit capital en mettant en place des versements réguliers tous les mois de 50 euros, ou que vous soyez en plein dans la vie active, ou que vous soyez proche de la retraite, ou que vous soyez en retraite pour transmettre l'assurance vie. Ça répond normalement à des besoins de n'importe quelle personne à n'importe quel âge. Donc c'est vraiment un placement qui a pratiquement que des avantages. Ensuite, on va retrouver le compte titre ou le PEA, c'est deux choses très proches. Donc le compte titre, ça va vous permettre d'investir en direct sur des actions, également sur des OPCVM ou des ETF, comme on l'a vu tout à l'heure, comme dans l'assurance vie. Et le PEA, ça va être à peu près la même chose, sauf que le PEA, c'est réservé uniquement pour des actions, contrairement au compte titre où vous allez pouvoir mettre des actions, mais vous allez pouvoir mettre des fonds obligataires, des ETF obligataires, des actions de foncières cotées. Voilà, vous pouvez mettre un petit peu tout dans le compte titre, comme dans l'assurance vie, sauf qu'on ne retrouve pas de fonds en euros et on n'a pas les avantages fiscaux de l'assurance vie. Le PEA, par contre, là, on va pouvoir mettre uniquement des actions ou des fonds actions, mais le PEA n'est pas fait pour investir sur des obligations, les foncières cotées, on ne peut pas non plus. L'avantage du PEA par rapport au compte titre, c'est qu'on va avoir une fiscalité beaucoup plus avantageuse. À partir d'un certain temps, les plus-values ne sont plus imposées. On ne paye que la CSG. Par contre, le PEA se limite aux actions européennes. On ne peut pas investir normalement sur des actions américaines ou d'autres régions du monde. Alors, via les ETF, il y a des ETF qui ont été créés qui permettent d'investir sur des actions internationales dans le PEA. Mais si vous achetez des actions en direct, ce n'est pas possible. Donc, à qui s'adresse le compte titre ou le PEA ? Pour moi, c'est quand même réservé à des personnes plus averties, qui vont soit vouloir gérer eux-mêmes leur portefeuille, ou qui ont déjà une assurance vie et qui veulent faire un peu de trading à côté. Voilà, c'est quand même
des personnes en général qui s'y connaissent un petit peu mieux, qui vont investir dans ce type de placement. Le PEA, ça peut être c'est un peu plus populaire parce qu'on a un avantage fiscal qui est quand même assez important. Donc des personnes qui ont un capital assez important, qui ont de l'assurance vie, peuvent aussi avoir un PEA pour un objectif purement fiscal, même si au final ils vont mettre à peu près la même chose dans l'un et dans l'autre. Donc voilà, là on a vu les principales enveloppes fiscales avec lesquelles vous pouvez investir. On va parler maintenant rapidement de la défiscalisation, sans rentrer dans le détail, mais je voudrais quand même aborder le sujet. Je pense qu'il y a une erreur qui est souvent faite avec la défiscalisation, c'est de se tromper d'objectif. Donc quel est l'objectif quand on investit en défiscalisation? La plupart des gens, et ce qu'utilisent à fond les vendeurs de défiscalisation, ils vont mettre en avant la réduction d'impôts. L'objectif, ça va être de réduire ses impôts. Réduire ses impôts, pour moi, ça ne doit pas être un objectif en soi. Le seul objectif quand vous faites un investissement, quel qu'il soit, que ce soit en défiscalisation ou c'est de s'enrichir. Si on investit dans quelque chose, c'est pour s'enrichir, pour avoir des revenus complémentaires, pour augmenter son patrimoine, mais on n'investisse pas pour perdre de l'argent. Sinon, donnez à des œuvres caritatives, dépensez votre argent, mais ce n'est pas de l'investissement. L'investissement, l'objectif, c'est de s'enrichir. Le problème avec la défiscalisation, c'est que les vendeurs de défiscalisation vont mettre en avant la réduction d'impôts sans mettre en avant votre enrichissement. Et en général, c'est quelques années après qu'on se rend compte que finalement, ce qu'on a fait, c'était pas forcément rentable. Donc, j'ai fait un petit schéma vite fait pour expliquer ça. C'est que aujourd'hui, vous payez vos impôts. Quand vous faites un investissement défiscalisant, on va en général vous demander de faire un effort d'épargne. Au final, après 5 ans, 10 ans, il va vous rester un capital. Ce capital, c'est représenté ici. Donc pour savoir si votre investissement est rentable, ce que vous devez absolument faire, c'est calculer le rendement. Parce que si vous faites votre investissement, vous vous rendez compte qu'à la fin, vous avez un rendement de 1%, et bien, autant placer sur le fonds euro de votre assurance vie, vous ne prenez aucun risque, votre argent reste disponible et vous avez le même rendement. Donc pour calculer votre rendement, c'est simple. Vous prenez le capital que vous avez au final, une fois que votre défiscalisation est complètement terminée, et vous divisez par le capital que vous avez investi. Donc si vous avez mis 100 euros par mois pendant 10 ans, vous calculez la somme que vous avez investie par rapport au capital que vous avez sur la fin. Et après, vous faites ce rendement, vous calculez le rendement par année. Et vous allez certainement vous rendre compte que finalement, le rendement, il n'est pas si important que ça. Car en général, dans les simulations qu'on vous fait, le rendement, on va le calculer avec l'économie d'impôt, alors que l'économie d'impôt, de toute façon, c'est de l'argent que vous auriez dû sortir. Donc, il ne va pas rentrer dans le rendement de la défiscalisation. Voilà, c'est un point très important. La plupart des produits de défiscalisation, quand on regarde les rendements finaux, sont quasiment proches de zéro. Et le risque à coller, pour moi, ne correspond pas du tout. Quand vous achetez un appartement en défiscalisation pour 200 000 euros, ça vous grève votre possibilité d'endettement. Vous prenez un risque de ne pas pouvoir le revendre, d'avoir des locataires à gérer. Enfin voilà, il y a beaucoup de risques qui sont liés à cet investissement. En contrepartie, on doit chercher un rendement en rapport avec ce risque. Donc faites vraiment attention quand vous faites un investissement défiscalisant. Refaites vos calculs, calculez bien le rendement final et estimez si le jour en vaut la chandelle de faire cet investissement, ou est-ce que en mettant en place des investissements programmés sur une assurance vie, vous n'auriez pas la même chose avec un risque beaucoup plus faible. Donc maintenant qu'on a vu la théorie, je voudrais vous montrer comment commencer à mettre en place ces différents investissements si vous n'avez pas commencé, parce que le but de cette vidéo, c'est avant tout de vous lancer, de vous aider à vous lancer, et pas que vous restiez avec un peu plus de connaissances, mais que vous ne mettiez pas en place. L'objectif, c'est de passer à l'action. Donc on va voir un peu plus précisément
une méthode pour que vous puissiez passer à l'action progressivement et mettre en place votre première pierre à l'édifice et commencer à investir pour l'avenir. Donc la première chose, avant d'ouvrir une assurance vie, avant de rechercher un investissement, ça va être de faire votre synthèse aujourd'hui. Et où est-ce que vous en êtes ? Quel est votre profil investisseur ? Quelle est votre situation ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ? Combien vous pouvez épargner ? Donc pour ça, vous allez faire ce qu'on appelle votre bilan patrimonial. C'est la synthèse de votre patrimoine à ce jour. Donc déjà, c'est de calculer vos revenus. Combien est-ce que vous percevez chaque mois ? Donc si vous avez un 13e mois, si vous avez des avantages de temps en temps, calculez la somme annuelle divisée par 12 et calculez vos revenus en moyenne mensuelle. Ensuite, calculez vos charges. Quelles sont les charges indispensables à votre foyer ? Votre loyer, votre crédit si vous avez acheté votre résidence principale, le nécessaire pour vivre, vos assurances, le nécessaire pour manger. Quelles sont les charges incompressibles ? Voilà, vous notez tout ça dans un tableau Excel ou sur une feuille, vous faites un tableau sur une feuille. Ensuite, vous allez calculer quels sont vos actifs, le montant, les proportions de vos actifs. Donc, qu'est-ce que vous détenez aujourd'hui ? Est-ce que vous détenez votre résidence principale ? Est-ce que vous détenez des actions ? Est-ce que vous avez des parts dans votre société ? Voilà, quels sont tous les biens que vous possédez ? Est-ce que vous avez des biens immobiliers, des SCPI et autres ? Et vous allez classer ces biens par différentes classes d'actifs comme on l'a vu au-dessus. Si vous possédez uniquement votre résidence principale qui vaut 400 000 euros et puis qu'à côté vous avez 5 000 euros de liquidité, ben vous allez classer 400 000 euros en biens immobiliers et 5 000 euros en liquidité. Donc là on se rend compte directement que les proportions elles sont vraiment en faveur de l'immobilier et que votre portefeuille n'est pas équilibré comme on l'a vu auparavant. Donc c'est important de bien déterminer chaque classe d'actifs et combien vous avez. En général, les gens, quand ils font ce bilan patrimonial, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup plus de biens qu'ils ne le pensaient. Et ils sont souvent étonnés de se dire « Ah ben j'ai autant ». Ils ne savaient pas qu'ils avaient tant sur tel compte, tant sur tel autre compte. Donc vous reprenez bien tous vos relevés de compte et vous faites bien la somme de tout ce que vous possédez en le classant par différentes classes d'actifs. Ensuite, vous allez également passer en revue vos passifs. Est-ce que vous avez des crédits à la consommation, des crédits immobiliers ? Voilà, vous allez bien détailler tous ces passifs. Donc ça va vous permettre de calculer votre patrimoine net. Donc, la somme de vos actifs moins vos passifs, ça va calculer le patrimoine que vous avez réellement. Vous allez également calculer votre capacité d'épargne. Donc comme vous avez calculé vos revenus et vos charges, vous allez en déduire votre capacité d'épargne. Quelle somme vous pouvez mettre de côté chaque mois. Vous allez calculer votre capacité d'emprunt. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier, vous allez pouvoir commencer à estimer cette capacité d'emprunt. Il faut prendre 30% de vos revenus en général, et puis vous avez des simulateurs sur Internet qui vont pouvoir vous dire, ben voilà, vous pouvez emprunter 100 000, 150 000, 200 000 euros, en fonction de tout ça. Et puis, ce que je vous conseille, c'est de mettre à jour ce bilan patrimonial au moins une fois par an, mais voire 2 ou 3 fois. Ensuite, donc une fois que vous avez fait cette première opération, donc ça va vous prendre quelques dizaines de minutes à quelques heures selon ce que vous détenez, vous allez déterminer quel est votre profil investisseur. Donc pour déterminer votre profil d'investisseur, vous devez vous poser plusieurs questions. Tout d'abord, quels sont vos objectifs ? Votre profil investisseur ne veut pas être le même si vous avez 20 ans, que vous rentrez dans la vie active, que si vous avez 60 ans, que vous allez bientôt entrer en retraite. Vous n'allez pas investir dans les mêmes actifs, pas dans les mêmes proportions, parce que vous n'avez pas la même durée d'investissement devant vous, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Donc c'est très important de déterminer, au moins une fois par an, pareil, quels sont vos objectifs. Est-ce que votre objectif c'est d'acheter votre résidence principale dans 6 mois, ou bien c'est d'acheter votre résidence principale dans 5 ans, ou bien c'est de financer les études de vos enfants dans 10 ans. Voilà, c'est tous ces objectifs-là, détaillez-les, et puis remettez-les à jour de temps en temps.
ça va vous permettre d'orienter vos placements en disant là je peux prendre un peu plus de risques, là je prends moins de risques, et également de vous créer des enveloppes pour chaque objectif. Si vous devez payer les études de vos enfants dans 10 ans, vous pouvez vous créer un panier pour ces études, et en mettant chaque mois une petite somme, ça vous permettra dans 10 ans d'avoir un portefeuille qui permet de financer les études de vos enfants sans que vous ayez d'efforts d'épargne supplémentaires à faire, par exemple. Donc, en fonction de vos objectifs, vous allez pouvoir déterminer quelle est votre durée d'investissement. Est-ce que vous investissez sur une période de 3-4 ans parce que vous allez avoir besoin de l'argent que vous mettez de côté, ou est-ce que vous investissez sur une période de 15 ans et vous pouvez, comme on vient de le voir, découper, dire j'investis 100 euros par mois pour ma retraite qui est dans 25 ans, et j'investis 200 euros par mois parce que je veux acheter ma résidence principale sur une autre assurance vie ou sur un autre placement que j'utiliserai dans 3-4 ans pour acheter ma résidence principale. Vous pouvez séparer sur plusieurs investissements différents en fonction de vos objectifs. Et puis enfin, quelle est votre tolérance au risque? Donc, la tolérance au risque, la question la plus simple, c'est de vous dire sur tel placement, quel pourcentage de risque j'accepte. Est-ce que j'accepte que ce placement il baisse de 10%, 15%, 20%? À ce niveau-là, est-ce que je me sentirai encore bien ou pas? Donc cette tolérance au risque, ça va vous permettre également de déterminer votre profil investisseur et de choisir le pourcentage de chaque classe d'actifs que vous allez mettre dans votre placement. Donc en fonction de votre profil investisseur, de votre patrimoine, vous allez pouvoir déterminer quelle va être votre allocation d'actifs optimale. Donc voilà, les questions que vous avez abordées juste avant sont très importantes pour déterminer dans quoi aujourd'hui vous devez investir. Donc en fonction de votre âge, votre situation, votre patrimoine et de vos objectifs, vous allez plutôt dire aujourd'hui je manque de liquidité, je manque d'actions, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, en cash ou à crédit, je souhaite avoir de la sécurité au travers des fonds en euros. Voilà, vous allez devoir déterminer vos objectifs et du coup quels vont être vos supports pour investir. Pour résumer, donc les liquidités, c'est si vous par exemple vous détenez de l'immobilier et que vous avez très peu de liquidités, c'est peut-être une erreur. En cas d'imprévu, en cas de remplacement d'un chauffe-eau, en cas de locataires qui ne payent pas, il va falloir que vous puissiez faire face. Donc c'est peut-être important d'augmenter vos liquidités. Si vous avez beaucoup d'immobilier, vous avez du fonds en euros, des liquidités, mais que vous n'avez pas d'action, peut-être que pour diversifier votre patrimoine, ça peut être intéressant d'augmenter progressivement votre part dans l'investissement en action. Voilà, l'idée ça va être de se construire un patrimoine équilibré où on ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Une question importante quand vous allez déterminer votre allocation d'actifs, c'est quel niveau de baisse maximum êtes-vous prêt à accepter? Si vous souhaitez investir dans les actions, une méthode simple pour savoir quel montant vous pouvez mettre, c'est jusqu'à quel niveau vous pouvez accepter une baisse. Par exemple, si vous investissez 10 000 euros sur les marchés actions, on considère en général que dans les pires cracks boursiers, les actions peuvent baisser jusqu'à 50%. Donc si vous investissez dans des actions, vous mettez 10 000 euros, il faut vous dire que dans le pire des cas, vos actions pourraient descendre à 5 000 euros. Donc est-ce que vous êtes prêt à accepter cette baisse-là, ou est-ce que pour vous elle est trop importante, ou est-ce que par rapport à votre patrimoine c'est quelque chose qui n'est pas si élevé que ça et vous pouvez mettre plus. Donc c'est en fonction de ça vous allez pouvoir voir votre niveau maximum d'investissement sur les actions. Alors l'immobilier on ne mesure pas pareil, mais c'est intéressant quand même de se poser la question, si les marchés immobiliers baissent, ça arrive moins souvent, mais ça peut arriver, il faut pas avoir besoin de revendre son bien, ou si vous allez le revendre, jusqu'à quel niveau vous pouvez accepter que l'immobilier est baissé. Donc moi je trouve que c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément, mais qui peuvent être intéressantes à se poser avant d'investir dans n'importe quelle classe d'actifs. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire passer à l'action. Donc on vient de voir les différents placements, ce que vous pouvez faire. Moi ce que je vous conseille, c'est dès à présent commencer à mettre en place des actions. Donc vous avez fait votre bilan patrimonial, vous avez fait votre tableau Excel en rentrant vos revenus, votre patrimoine.
et maintenant vous avez pris des décisions sur dans quoi vous devez investir, je vous conseille de commencer dès aujourd'hui. Le plus simple, on ne va pas rentrer dans tous les placements, mais le plus simple, c'est peut-être d'ouvrir une assurance vie, de mettre en place des versements programmés. Donc sur Internet, vous pouvez ouvrir une assurance vie à partir de quelques centaines d'euros, et puis mettre en place des versements programmés à partir de 50 euros, peut-être même certaines moins, et où vous allez pouvoir répartir, dire sur mon assurance vie, je vais mettre 50% de fonds en euros, 50% d'actions, 30% d'immobilier. Voilà, vous pouvez faire vos différentes classes d'actifs en fonction de votre patrimoine. Si vous détenez déjà de l'immobilier, vous n'allez pas mettre de l'immobilier dans votre assurance vie. Si vous n'avez pas du tout d'immobilier, que vous commencez dans la vie active, vous n'avez pas de patrimoine, c'est une très bonne solution pour commencer à épargner. Une partie sur le fonds en euros pour vous créer quelque chose de l'argent disponible, une partie sur les actions pour du long terme, et puis pourquoi pas une partie sur l'immobilier pour commencer à vous créer un portefeuille diversifié. Mais j'incite, l'idéal c'est vraiment de commencer dès maintenant. Donc, dernier conseil, on rentre dans la dernière partie de cette vidéo. Quelques derniers conseils avant de vous quitter. La première chose, c'est de vous assurer, vous allez vous constituer un patrimoine. Tout au long de votre vie, vos objectifs vont évoluer. C'est important de vous assurer en fonction justement de votre situation. Si vous avez de l'immobilier, pensez bien à assurer votre immobilier. Pourquoi pas assurer vos revenus immobiliers si vous avez des locataires. Donc ça va dépendre de votre situation. Est-ce que vous êtes limite pour rembourser votre crédit? Donc dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous permettre que le locataire ne paye pas. Donc peut-être prenez une assurance. Quand vous avancez dans l'âge, si vous avez une famille, si vous avez des enfants, pensez à vous protéger. Qu'est-ce qui arriverait à votre famille si vous décédiez, si vous aviez un problème de santé? Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut voir, qu'il faut faire évoluer en fonction de votre situation. On ne s'assure pas de la même façon si on est célibataire, si on est marié, si on est retraité. Mais pensez à toutes ces choses-là. Toutes les notions de prévoyance quand vous avancez dans l'âge, c'est quelque chose qui peut vous coûter plus que vos revenus. Si vous avez besoin d'aide à domicile, c'est peut-être bien de l'anticiper, de payer une petite assurance qui vous permettra, dans les moments difficiles, de faire face. Donc n'hésitez pas pour ça à rencontrer différents assureurs qui vous conseillent. N'allez pas en voir qu'un, faites jouer la concurrence, mais il y a des choses importantes à voir là-dessus. Et puis donc le dernier point, on l'a abordé, c'est commencer maintenant, mettez en place des actions dès maintenant. Je vais vous présenter une petite histoire pour illustrer l'importance de commencer maintenant. On va prendre l'exemple de Pierre et Paul, qui sont deux frères, ils ont le même âge. Pierre entre dans la vie active à 18 ans. Donc il vit encore chez ses parents et il peut épargner 250 euros par mois. Donc à 18 ans, Pierre il va mettre tous les mois 250 euros de côté. Pendant ce temps-là, Paul, son frère, il a entrepris des études plus longues et il va rentrer dans la vie active à seulement 28 ans. Donc Pierre a 28 ans, suite à un accident, il doit interrompre son effort financier. Il a donc eu le temps de placer 30 000 euros sur 10 ans. 250 euros par mois, x 12 mois, x 10 ans, ça fait 30 000 euros. Paul, lui, il commence donc à épargner la même somme que Pierre au moment où celui-ci dut stopper ses placements mensuels. Donc Paul, il commence dans la vie active à 28 ans et il va pouvoir placer également 250 euros par mois toute sa vie. Donc supposons que les sommes épargnées aient été placées à un taux de 8% par an. Donc on prend un investissement boursier sur le long terme, c'est à peu près ce que ça rapporte. Même s'il y a des fluctuations, il y a des années où ça monte, il y a des années où ça baisse, on prend la moyenne. Donc Pierre, à 60 ans, il aura placé 30 000 euros, parce qu'il aura épargné pendant 10 ans, après il ne peut plus épargner. Donc au total, il aura placé 30 000 euros. Paul, lui, à 60 ans, il aura placé 96 000 euros. Donc il aura tous les mois placé 250 euros de ses 28 ans à ses 60 ans, soit pendant 32 ans. À votre avis, quel sera le capital final à 60 ans de Pierre et quel sera le capital final à 60 ans de Paul, sachant qu'il y en a un qui a investi 30 000 euros et l'autre 96 000 euros. Alors je sais que vous allez me dire que c'est Pierre qui a le plus grand capital parce que vous voyez venir la question piège.
Donc effectivement, Pierre aura 582 755 euros à ses 60 ans, alors que Paul aura 443 489 euros. Tout ça parce que Pierre aura profité de ce qu'on appelle les intérêts composés. Un petit schéma pour illustrer ça. Pierre a commencé à investir plus tôt que Paul. Donc quand Paul commence à investir, Pierre a déjà un capital. Et ce capital va travailler pour lui, va lui rapporter des intérêts tout le long. Donc il va pouvoir utiliser le principe des intérêts composés plus longtemps que Paul. Donc même avec un capital au final investi plus faible, il aura un capital final plus important. Donc cette petite histoire montre bien l'importance de commencer le plus tôt possible. Si vous avez des enfants, dès leur naissance, vous pouvez leur ouvrir une assurance vie, mettre en place des versements programmés. Il n'y a pas besoin que ce soit des versements très importants, ça peut être quelques dizaines d'euros par mois, mais de laisser travailler ça pendant le plus longtemps possible, ça va vous permettre de bénéficier des intérêts composés. Et comme vos enfants, c'est de l'argent qu'ils auront besoin à leurs 18 ans, à leurs 25 ans, à leurs 30 ans, peut-être même plus tard, l'idée c'est vraiment d'investir au maximum sur des classes d'actifs qui rapportent, notamment sur les marchés financiers. Donc voilà, on termine sur cette petite représentation, cette petite histoire. Encore une fois, je vous encourage vraiment à mettre en place ce qu'on a vu là, à faire votre étude patrimoniale, votre bilan patrimonial, à prendre des décisions et à mettre en place progressivement des actions pour vous constituer votre patrimoine. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.